Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de Radio 106.8. C'est votre magazine de cinéma pour 35 mm de plus. Et ce soir, j'ai la joie d'être en compagnie de Pierre Cadars. Bonsoir. Que je salue, de Manu à la technique. On salue aussi Julien. Alors, au sommaire de cette émission, on va parler bien sûr du film qu'il faut vraiment aller voir en ce moment. Film français de Xavier Giannoli qui s'appelle Les rayons et les ombres, qui revient sur la période de l'occupation et de la Seconde Guerre mondiale. On va en parler assez longuement avec Pierre tout à l'heure. Nous parlerons aussi DVD avec l'éditeur Pathé, donc qui continue son travail dans le cinéma français et dans les films pas toujours évidents à voir. Et là, il y a 2 films qui sortent, dont c'est Auberge du péché de Jean de Margonat, qui je crois sort pour la première fois et la dernière en France. Et puis Monsieur Taxi, qui existait déjà, mais qui sort là aussi dans une belle copie en Blu-ray grâce à Pathé. On parlera aussi dans les curiosités chez Canal+, de la sortie de Stolen Assignement. Alors ça, c'est très très rare. C'est un film de 1955 qui est tiré de Terence Fisher. Terence Fisher, grand réalisateur de la Hammer, mais qui a beaucoup tourné avant les grands succès de la Hammer. Et vous verrez, ce film est tout à fait remarquable. Et puis, c'est le 60e anniversaire du film de Jack Hill, aussi très curieux, qui s'appelle Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, de James Hill, pas de Jack Hill, excusez-moi, James Hill, film de 1965 et qui ressort là aussi en édition collector pour le 60e anniversaire. Voilà. Donc on parlera aussi de tout ça. Mais on va commencer tout de suite par le nouveau film de Xavier Giannoli, donc cinéaste français que vous connaissez peut-être de plus en plus, puisque depuis une vingtaine d'années presque, il tourne. Il a eu un grand succès il y a 5 ans avec Les Illusions perdues, donc qui était une adaptation de Balzac. Et là, il revient avec un projet extrêmement ambitieux, film produit toujours par la Gaumont, qui a mis à sa disposition un budget de plus de 30 millions d'euros, donc ce qui en fait le plus gros budget de la Gaumont depuis 2018, donc film extrêmement important, avec des acteurs aussi très importants, puisqu'il y a Jean Dujardin qui a tout de suite été bien sûr intéressé par le projet de Xavier Giannoli. Alors avant de parler du film, il y a un petit peu comment les choses se sont mises en place. À la base, Giannoli voulait faire un film sur Corinne Luchaire. Alors Pierre va nous dire tout à l'heure un mot de Corinne Luchaire, mais le tout début du projet part de cette actrice au destin tragique et c'est en travaillant sur Corinne Luchaire que Xavier Giannoli s'est intéressé à son père, Jean Luchaire, qui était un journaliste assez connu quand même à l'époque, et très vite le film a dévié comme ça sur le personnage de Jean Luchaire, sachant que Corinne Luchaire a un rôle extrêmement important dans le film et que c'est un binôme qui va nous être raconté dans cette période noire. Donc Pierre, un petit mot quand même sur Corinne Luchaire pour que les gens sachent un peu qui c'était. Alors, je commence par Jean Luchaire peut-être. Jean Luchaire est quelqu'un qui fait partie du tout Paris des années 30. C'est un journaliste, c'est quelqu'un qui a été au départ pacifiste, c'est-à-dire proche de Briand, et qui était dans les années 20, c'est-à-dire pour un rapprochement avec l'Allemagne, mais avant même la prise du pouvoir par Hitler. Et il avait tout un réseau d'amitié en Allemagne qu'il va conserver lorsque l'Allemagne va basculer dans le nazisme. Et en particulier, il est très ami avec Otto Abetz, Otto Abetz étant l'ambassadeur du Reich, donc de l'Allemagne, dans la France occupée à Paris. Donc c'est comme ça que Jean Luchaire, qui est au départ un homme, disons, de centre-gauche, si on veut aller très vite, va basculer dans la collaboration la plus extrême. Et c'est quelqu'un qui donc est présent partout dans les milieux parisiens entre 40 et 44, proche des milieux intellectuels, des milieux artistiques, des milieux politiques, des milieux les plus troubles. Et à la suite de cela, il tentera de quitter la France, il sera rattrapé, jugé et condamné à mort.
Bon, ça, c'est la carrière de Jean Luchaire, qui est un être donc extrêmement complexe, qu'il ne faut pas, il n'est pas tout noir, il n'est pas tout blanc, loin de là non plus, hein. Mais c'est véritablement l'exemple de ces gens qui, par lâcheté, par faiblesse, par opportunité, ont basculé dans la collaboration et dans la pire des collaborations. Jean Luchaire avait une fille avec qui il entretenait des liens très forts et qu'il y avait une grande affection entre le père et la fille. Cette fille, c'est Corinne Luchaire, qui est née en 1921 et qui, dès l'âge de 14 ans, commence à apparaître dans des films. Et puis, à la veille de la guerre, donc tout à fait à la fin des années 30, elle tourne dans plusieurs films importants, et en particulier dans le film qui va faire sa renommée, c'est Prison sans barreaux, un film de Léonide Mogui en 1938, et également, peu après, en 1939, l'année suivante, dans Le Dernier Tournant, film de Pierre Chenal, qui est également un film très important, très marquant pour l'époque. Les autres films, c'est Conflit de Léonide Mogui, c'est Le Déserteur de Léonide Mogui. Donc une carrière rapide à la veille de la guerre, donc avant 1939. Après, sous l'occupation, elle ne tourne pratiquement plus. Elle tourne un film en Italie sans grande importance, mais elle est partout présente auprès de son père et dans les milieux collaborationnistes parisiens. Et là, c'est véritablement une vie de déglingue. Je crois que le film le montre. Je n'ai pas vu le film encore, mais on sait très bien. Il y a eu un livre qui est sur sa vie, de même qu'il y a eu un livre sur Jean Luchaire, que elle est tuberculeuse, elle a des problèmes de santé, donc, et elle se grise d'une vie facile, qui était la vie de tout Paris collaborationniste. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'elle revient en France ? Elle fait de la prison à Nice, et après, elle va mourir quelques années plus tard. Moi, la date que j'ai, c'est 1950, c'est-à-dire c'est en 50 qu'elle meurt, après avoir fait un livre de souvenirs où elle essaie de se justifier. Alors, elle laisse quand même, dans l'histoire du cinéma, l'image d'une actrice au jeu très moderne, c'est-à-dire en contradiction avec ce qui se passait chez beaucoup d'actrices qui avaient un côté comédie française, c'est-à-dire elle a un jeu à fleur de peau, si je puis dire. Et c'est ce qui fait sa modernité. Je crois qu'il serait intéressant d'ailleurs, moi je ne l'ai jamais vu, de revoir Prison sans barreaux ou Le Dernier Tournant, qui sont ses deux meilleurs rôles. Ah, Le Dernier Tournant, excellent. Alors, tu as très bien résumé les deux personnages principaux de ce film, et c'est effectivement ce que va raconter la trame de ce film. Et Xavier Giannoli, avec son scénariste Jacques Fiachy, avec qui il travaille depuis de nombreuses années, ont décidé de partir du rôle de la fille, justement, de Corinne Luchaire. Et l'action du film démarre juste à l'après-guerre, où elle vit donc seule dans un petit appartement parisien, un peu délabré, avec sa fille de 5 ans, un petit peu cachée comme ça. Et on va comprendre pourquoi elle est obligée de rester cachée, puisque on est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et la haine reste tenace contre les gens qui ont collaboré avec l'ennemi nazi à ce moment-là. Et le film va démarrer sur une rencontre avec une voisine qui va lui prêter un magnétophone, et à partir de là, elle va vouloir raconter ce qu'elle a vécu, ses mémoires, et puis surtout parler de l'être qui lui est le plus cher, c'est-à-dire son père. Et comme tu l'as bien expliqué, Pierre, on voit dans le film vraiment les liens très forts qu'unissent les deux personnages, entre Jean Luchaire, personnage, comme tu l'as dit, complexe, que Giannoli nous filme comme quelqu'un d'ouvert, qui est au moment de l'entre-deux-guerres, avec son ami Otto Abels, où ils essayent de parler de fraternité entre la France et l'Allemagne. C'est un petit peu à ce moment-là que démarre et naît un petit peu l'histoire du film. Et puis, progressivement, on va voir comment cet homme va aller du côté du manche, va petit à petit mettre ses idéaux de côté et finir par collaborer de manière assez odieuse avec l'occupant allemand. Et les 3h15 de film nous l'expliquent de manière absolument remarquable. Donc, toute l'intrigue du film est racontée à travers les dires de Corinne Luchaire. Et effectivement, Xavier Giannoli
avec son ami scénariste et entouré de pas mal d'historiens. Et là, il l'a beaucoup expliqué dans pas mal d'entretiens, Pierre, qu'il avait peur. Enfin, il savait qu'on n'allait pas le louper s'il n'était pas exact avec l'histoire. Oui, il semble que l'un des spécialistes de cette période, qui est Pascal Horry, lui avait dit j'ai peur, je me renseigne, j'ai peur de me tromper. Et Pascal Horry lui aurait répondu le pire, c'est que vous avez raison sur beaucoup de points. Donc on risque de vous attendre au tournant si vous dites la vérité. Voilà. Et puis alors, il y a une autre petite polémique qui naît en ce moment, mais que Giannoli balaye un petit peu ou met de côté, parce qu'en tout cas, quand il a préparé le film, c'est un film, il a mis quasiment 4 ans et demi à le faire. C'est Jacques Fieschi, non, qui est le co-scénariste. Voilà. C'est bien sûr pas mal de journalistes qui veulent faire le rapprochement avec la période électorale que nous avons vécue là récemment en France. Bon, effectivement, le film sort à ce moment-là, mais rien, voilà. Xavier Giannoli. Il faut se méfier des amalgames. Exactement. Donc ça, c'est important de l'expliquer. Après, Giannoli met tout son savoir-faire au service de cette histoire, avec une reconstitution absolument impeccable, quasiment pas d'images numériques dans le film, donc un gros travail qui a été effectué donc sur les intérieurs, les décors. Et d'ailleurs, pour tout ce qui touche les intérieurs, les costumes, tout ça, il a une inspiration qui est très forte. C'est le film de Lauzet, Monsieur Klein. Clairement, il est parti de là pour travailler un petit peu sur la teinte et les couleurs du film. Et il y a un travail qui est tout à fait remarquable. L'autre grande merveille de ce film, bien sûr, c'est la découverte de cette jeune actrice qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle Nastia Kolubeva, qui est la fille du réalisateur Léo Carax, voilà, donc qui se retrouve dans un film monumental face à un acteur monumental comme Jean Dujardin, et qui s'en sort, mais avec plus que les honneurs, parce que elle rend vraiment un bel hommage à l'actrice qui était Corinne Luchaire. Et ça, Xavier Giannoli a beaucoup parlé. C'est la chose qui le touche peut-être le plus en ce moment, c'est d'avoir rendu hommage à cette actrice qui est complètement oubliée quand même aujourd'hui, qui est sortie un petit peu des radars. C'est-à-dire que même après-guerre, son nom disparaissait des histoires du cinéma et des génériques. C'est-à-dire elle a tourné donc 8 films en tout, et on ne parlait plus de Corinne Luchaire, c'était un sujet tabou. Rien que par son nom, parce que Luchaire concentrait toute la haine naturelle qu'on pouvait avoir vis-à-vis de la collaboration. Autre merveille de ce film, et pari gagné, c'était trouver un acteur qui était capable de jouer donc Otto Abels. Oui. Et bien, il l'a trouvé à travers Auguste Diel, qui est un acteur allemand absolument excellent. Et d'ailleurs, Giannoli s'est reporté à une biographie qui a été écrite par une Autrichienne pour travailler sur le personnage d'Otto Abels. C'est apparemment un personnage, là aussi, très complexe, qui est mort d'ailleurs dans un accident de la route, oui, avec sa femme. Oui, là, il a survécu à la guerre. Voilà, mais Otto Abels, c'était quelqu'un qui était parfaitement francophone et qui donc était pour le rapprochement entre la France et l'Allemagne depuis toujours. Mais oui, il y a des périodes où il vaut mieux pas. Voilà. Donc, autant vous dire que Le Rayon et les Ombres, qui fait écho à un livre de nouvelles de Victor Hugo, est une vraie réussite sur tous les plans. Et d'ailleurs, le film a été porté récemment par la Fête du cinéma, mais malgré sa durée de plus de 3h15, il a trouvé un public. Je crois qu'il en est à plus de 300 000 entrées. Et alors, ce que tu me disais tout à l'heure, qui était intéressant, c'est le rapport qu'il y a avec Tavernier. C'est-à-dire que pour toi, c'est véritablement un metteur en scène qui continue le travail, même niveau d'exigence et d'intelligence, que Tavernier, on sait qu'il avait fait Laissez-passer, qui était un film sur la même période. Bah justement, le film de Giannoli fait un petit peu écho à l'ambiance de Laissez-passer. Je vous rappelle que Laissez-passer, excellent film de Tavernier qui date de 2002, qui parlait de la Continentale, donc ce studio français dirigé par des Allemands. On y voyait des personnages, Jean Orange. Le Corbeau avait été tourné pour la Continentale.
continentale. Jean-Paul Le Chanois, enfin, une période absolument incroyable du cinéma français. Donc là, ça y fait écho. Et puis, bien sûr, il y a un hommage, à mon avis, flagrant dans Les Rayons et les Ombres. C'est qu'à la fin, vous avez une scène de jugement, hein, donc où Jean Luchaire passe. Voilà. Et il y a Philippe Torreton qui joue donc le procureur. Effectivement, Torreton, acteur emblématique chez Tavernier, donc ça, je pense que le choix a été très fort. Torreton qui récite d'ailleurs une plaidoirie qui a été écrite par le grand-père de Vincent Lindon. Ça, j'ai appris ça, c'est Xavier Giannoli qui l'a annoncé, donc qui s'appelait Raymond Lindon, qui avait donc participé à ce procès, tout ça. Donc assez incroyable. Et effectivement, le rapport à l'histoire, l'exigence dans la direction d'acteurs et tout. Et puis les incointances déjà qu'il y avait entre Tavernier et Giannoli à l'époque, puisque souvent Tavernier parlait de Giannoli comme un cinéaste important. Effectivement, je pense que Giannoli suit la trace de Tavernier en s'intéressant à des sujets précis de l'histoire de France, comme l'a beaucoup fait Tavernier, hein, avec Laissez-passer, le juge et l'assassin. Enfin, il en a fait quand même un certain nombre. La vie et rien d'autre, sur les gueules cassées aussi. Donc oui, je pense que les deux cinéastes voilà, il y a une continuité du travail et ça fait plaisir. Et Xavier Giannoli s'impose clairement comme l'un des cinéastes français les plus passionnants, les plus doués de sa génération. Je rappelle qu'il a 54 ans. Et ce que je ne savais pas non plus, c'est que son père était un journaliste important à la télévision, il a donné beaucoup d'entretiens. Il s'est entretenu avec Édith Piaf, avec Sophia Loren, et il était obsédé aussi par la culpabilité de ce qui s'était passé dans les camps de concentration, par la Shoah, par tout ça. Il a éduqué son fils beaucoup là-dedans, avec des déplacements notamment en Israël, tout ça. Donc Giannoli a été très impliqué par le sujet de ce film. Il n'est pas suspect de pouvoir être collaborationniste. Non, absolument pas. Voilà. Donc vraiment, je vous invite à aller voir Les Rayons et les Ombres de Xavier Giannoli, qui est avec Jean Dujardin, qui est un film absolument remarquable et qui est une réussite absolue du cinéma français.
Allez, vous êtes toujours sur le 106.8 de Radio Radio. Alors, on vient d'écouter une bande originale extrêmement rare qui vient de sortir pour la première fois en CD et en Suède. Ça s'avance pas, Pierre. C'est les Suédois qui ont sorti ça. Pour un film italien de 1975 qui s'appelle en italien, Pierre. Corruzione al Palazzo di Giustizia. Voilà, tu parles mieux l'italien que moi, c'est parfait. Film réalisé par Marcello Alipranti en 75. Juste un petit mot, parce que Pino Donaggio vient de fêter ses 84 ans. Ça a été un chanteur italien extrêmement populaire et ça a été surtout un grand compositeur de musique de film, grand ami de Brian De Palma, avec qui il a signé Carrie, Pulsion, Blowout. Voilà, lui qui avait démarré sa carrière avec un film anglais qui s'appelait Ne vous retournez pas, film de Nicolas Roeg, tourné à Venise en plein hiver, film assez incroyable sur l'histoire d'un couple qui cherche désespérément à retrouver leur fille qui est décédée. Et il en a fait beaucoup. Et donc ce film-là, c'est un film rare et c'est la première fois que cette bande originale de film sort en France, enfin sort en Suède, mais qu'on peut trouver sur le marché français. Et je voulais le signaler. Allez, Pierre, on va passer maintenant à l'actualité des DVD et on va rester dans le cinéma français. Une actualité qui est déjà un peu lointaine puisque ça remonte à 75 ans. C'est deux films qui datent respectivement de 1949 et de 1952. L'Auberge du péché de Jean de Marguenat et le Monsieur Taxi d'André Hunebelle. Alors tout cela, ça ne fait pas très histoire du cinéma puisque ce sont des noms qui sont parfaitement oubliés. Pas tellement André Hunebelle, mais Jean de Marguenat. Alors commençons par le premier film. C'est L'Auberge du péché, donc de Jean de Marguenat, film de 1949. On se rend compte que c'est une période qui est très mal connu. C'est le cinéma de la 4e République, c'est-à-dire que c'est après la guerre et c'est avant la Nouvelle Vague. C'est la période de ce que les défenseurs de la Nouvelle Vague et les journalistes appelleront avec un peu de mépris la qualité française, c'est-à-dire des films qui sont bien ficelés, avec des acteurs connus, qui ne gênent personne et avec des techniciens tout à fait au point. Donc, l'un comme l'autre sont des films qui sont bien faits, qu'il est toujours intéressant de voir, non pas pour découvrir des œuvres exceptionnelles, non pas pour découvrir un cinéma d'auteur, mais pour comprendre ce qu'était peut-être la réaction du public qui allait en masse encore dans les salles de cinéma et qui essayait de trouver dans les salles de cinéma un reflet de sa propre existence. Donc c'est ce qui explique ce nombre incalculable de petits rôles qu'il y avait dans le cinéma français. Raymond Chirat ou Olivier Barrault ont fait 2 livres au moins sur ces acteurs qui sont un peu oubliés aujourd'hui, mais qui étaient connus de tout le monde. Alors commençons par le premier film. L'Auberge du péché, c'est l'adaptation d'un roman qui s'appelle Café Noir, de Georges-André Cuel, qui paraît chez Plon en 1947, et donc qui est adapté par Jean de Marguenat. Jean de Marguenat est quelqu'un dont la carrière a été importante, mais qui est totalement oublié. Il est né à Paris en 1893, c'est un aristocrate, il est aviateur pendant la Première Guerre mondiale. Après, il part aux États-Unis, et là, il s'intéresse au cinéma. Et quand le cinéma parlant début des années 30, il est l'un des responsables à Paris des versions françaises de films américains. Donc, il entre dans le cinéma et il fait des courts-métrages. Son seul film véritablement important qui reçoit un accueil public très large, c'est Adémaï au Moyen-Âge, film avec Noël, qui a marqué la fin des années 30 et des années 40. Noël était un acteur très connu et c'est un film qui allait dans le sens du poil pour plaire à un grand public. J'ajoute que L'Auberge du péché est son dernier film et qu'après il ne tournera plus. Donc carrière brève, carrière pas extrêmement glorieuse, mais ça fait partie des tâcherons du cinéma français. Le film, donc, L'Auberge du péché, est tourné en partie en Bourgogne, dans un gros village qui s'appelle Semur-en-Auxois.
et le reste était en studio, et il est monté autour du personnage de Ginette Leclerc, dont je dirai un mot tout à l'heure. L'histoire, en 2 mots, est une histoire assez simple. C'est une histoire policière. Ça se passe au début dans un café que tiennent donc Monsieur et Madame Rallier. Madame Rallier, c'est Alice Tissot. Monsieur Rallier, c'est Édouard Delmont, acteur très connu à l'époque. Et là, il y a une serveuse particulièrement aguichante qui s'appelle Gilberte et qui est interprétée par Ginette Leclerc. Or, il se produit un crime dont elle est témoin. On ne comprend pas très bien qu'est-ce qui s'est passé. Et elle récupère, la serveuse, un sac important avec beaucoup d'argent dedans. Donc, toute une enquête va se faire, et cette enquête est menée par un commissaire de police en vacances, Jean-Pierre Quérien. Et donc, on va découvrir, en passant par toutes sortes de biais et toutes sortes d'impasses, quelle est la réalité. C'est une affaire toute simple de gens qui ont dévalisé une banque, de mauvais garçons. Bon, peu importe. Ce qui est important, c'est pas l'intrigue en elle-même. L'intrigue, elle est relativement simple, même si on met du temps à savoir quels sont les vrais coupables. Mais c'est de voir comment, avec un tel sujet, on réussit à donner un côté réel, vraisemblable à toute cette histoire. Et ce côté réel, vraisemblable, tient à ce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont connus de tous, même si aujourd'hui on les a oubliés. Et alors un mot, c'est l'occasion de dire un mot de Ginette Leclerc. Ginette Leclerc a été l'une des grandes actrices du cinéma français et du théâtre français. On l'oublie aussi de la carrière au théâtre, dans les années 30, 40, mais qui a continué jusqu'en 50. Et elle était née en 1912, elle est morte en 1992, et elle a tourné dans des films de toute première importance. J'en cite quelques-uns. C'est Feu Mathias Pascal de Pierre Chenal en 1936. C'est La femme du boulanger de Marcel Pagnol en 1938. C'est Val d'enfer de Maurice Tourneur en 1943. C'est Le Corbeau de Clouzot en 1943, la même année. C'est également Au lendemain de la guerre, Un homme marche dans la ville de Marcelo Pagliaro en 1949. Elle apparaît dans Le plaisir de Max Ophuls. Alors, la grande cassure qu'il y a eu dans la carrière de Ginette Leclerc, c'est qu'elle était très liée à un collaborateur. On reste dans le même climat. Et donc, elle a quelques ennuis au lendemain de la guerre. Elle est un petit peu mise à l'index, même si sa carrière redémarre. Et je voudrais citer à son propos, parce que c'est une actrice attachante, beaucoup plus intelligente qu'on ne pourrait croire, puisqu'on lui faisait jouer des rôles qui ne reposaient que sur son physique particulièrement avenant. Dire ce que Olivier Barrault et Raymond Chirat en disent dans leur bouquin Noir et Blanc, c'est une comédienne très fine, beaucoup plus sensible que ne le laisse supposer l'agressivité des rôles qu'on lui confia si souvent. Elle est toujours au moins juste et parfois grande. Et je crois que dans ce film, où, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, elle joue un double rôle, c'est-à-dire la serveuse et sa sœur qui apparaît plus tard, 2 personnages différents, il y a un vrai jeu d'acteurs. Donc ne serait-ce que pour Ginette Leclerc, le film mérite d'être revu. À côté d'elle, donc, il y a, je les ai cités, Alice Tissot, il y a Édouard Delmont, qu'on a souvent vu dans les films de Pagnol, mais il y a également Howard Vernon, qui venait de tourner avec Melville. Et il y a également un autre acteur qu'on reverra plus tard dans un film de René, mais qui a beaucoup tourné, qui s'appelle Jean-Pierre Quérien, qui est le commissaire de police. Passons au second film, qui est Monsieur Taxi, qui date de 1952. C'est un film d'André Hunebelle. Alors André Hunebelle, on le connaît un peu mieux que Jean de Marguenat. C'est quelqu'un qui est dans le cinéma depuis plusieurs années, qui a commencé à tourner sous l'occupation et qui va, au lendemain de la guerre et surtout après 1950, ne pas arrêter d'enchaîner des succès commerciaux. Pas des succès de critique tellement,
parce qu'on considère que c'est un peu une vieille barbe. Il arrive dans le cinéma alors qu'il a une cinquantaine d'années. Ce n'est pas la nouvelle vague. C'est quelqu'un qui est entre les deux. Donc il va tourner énormément de films, et en particulier des films d'aventure, des films d'action, avec Jean Marais en particulier. Donc c'est toute la série des Fantomas, mais il tourne aussi Le Bossu, Fantomas, OSS 117, Le Miracle des Loups, Le Capitaine, Cadet Roussel. Ce sont des triomphes dans les salles. Il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est aussi ça. Et par exemple, Monsieur Taxi, dont je vais parler là tout de suite, est un film qui réunit 2 millions de spectateurs rien qu'en France. Donc, gros succès. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est un film qui est bâti totalement autour de Michel Simon, qui joue le rôle principal. C'est un chauffeur de taxi, nous sommes à Paris, et autour de lui, il y a une multitude d'acteurs de second rôle. On reste dans le même type de cinéma. La liste est impressionnante, c'est-à-dire qu'il y a dans des rôles divers, je les cite, Pauline Carton, Jeanne Fussier-Gir, Louis de Funès, Paul Azaïs, Paul Demange, Jean Carmé, etc. Donc, ça ne dit peut-être plus grand-chose à des gens qui ont aujourd'hui 20 ou 30 ans, mais c'était des acteurs connus de tous, et surtout qui étaient capables de venir faire une panne dans un studio, de tourner une ou deux scènes, mais qui enchaînaient d'un film à l'autre. Alors, l'histoire de Monsieur Taxi, c'est une histoire relativement simple là aussi. C'est quelqu'un qui est conducteur de taxi dans Paris, ce qui permet de voir Paris à l'époque, le Paris du début des années 50, très différent du Paris d'aujourd'hui. Il y a deux couples, lui et sa femme, ils s'entendent très bien. Sa belle-sœur et son beau-frère, c'est un couple beaucoup plus... ils ont une bonne cinquantaine d'années, qui se disputent, mais qui finissent toujours par se réconcilier. Et puis une petite intrigue qui est un petit peu... je ne dis pas policière, mais dans sa voiture, un jour, dans le taxi, il y a une passagère qui a laissé un sac avec beaucoup d'argent à l'intérieur. Donc, tout le dilemme est de savoir s'il va garder l'argent pour lui ou s'il va le rapporter à celle qu'il a laissée. Sujet qui avait déjà été traité dans les années 50 dans un film noir qui s'appelait La Tigresse. Oui, mais ça a dû être traité à peu près au même moment. C'est un sujet dans l'air du temps, si on Exactement. peut dire. Bon, donc, peu importe l'intrigue, ce qui est intéressant, c'est le jeu des acteurs, c'est d'avoir cette vision d'une France moyenne, c'est-à-dire bien se dire que les nombreux spectateurs qui allaient voir Monsieur Taxi ou qui allaient voir L'Auberge du Péché allaient au cinéma pour un cinéma de distraction qui ne prenait pas la tête, mais qui leur permettait de retrouver des personnages qui faisaient partie de leur vie. Tout le monde savait qui était Pauline Carton, tout le monde savait qui était Jeanne Fussier-Gir. Et donc, c'était intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il va faire là ? Quel rôle va-t-il jouer ? Va-t-elle jouer ? Par exemple, dans Monsieur Taxi, ce qui est tout à fait typique de l'époque, on est dans un milieu français très moyen, pas très riche, mais on se retrouve autour d'une table. Milieu ouvrier, quand même. Au milieu, oui, et on mange bien, on picole un peu, on chante à la fin du repas. Mais il y a aussi, parce qu'il faut bien que le spectateur puisse se rincer l'œil, une petite séquence qui se passe dans une maison close. Il y a aussi une séquence qui se passe dans un cabaret. Donc tout ça, c'est le cocktail qu'on pouvait servir dans les salles de cinéma à cette époque et qui marchait très bien. Et je dois dire que même si on n'a pas connu cette époque ou pas de près, ça a un petit charme nostalgique et c'est bien qu'on revoie ces films. Je précise, dernière chose, qui sont tous présentés, on ne la voit pas à l'écran, mais ce qu'elle dit est très bien, par Cécile Dubos, qui fait des compléments pour ces deux films. Merci beaucoup Pierre. Allez, on va passer à la collection de Jean-Baptiste Thorey, Mac My Day. On vous parle à peu près tous les mois des sorties. Donc, travail remarquable que continue Jean-Baptiste Thorey en puisant bien sûr dans les stocks de studio Canal. Et là, il nous propose un film de Terence Fisher de 1955 qui s'appelle Stolen Assignement. Alors,
Un petit mot quand même sur Terence Fisher. Il est extrêmement connu des amateurs de cinéma fantastique parce que à partir de 1957, au sein du studio britannique La Hammer, il va reprendre les grands thèmes et les grands mythes du cinéma fantastique américain. Dracula, Frankenstein, Le Loup-garou. Tous ces films ont été tournés dans les années 30 à la Universal, grâce à un producteur visionnaire aussi qui s'appelait Carl Laemmle et des réalisateurs très importants, Todd Browning ou James Wells, et la firme anglaise décide de les reprendre à leur compte, cette fois-ci en les faisant en couleur et avec un côté beaucoup plus baroque, beaucoup plus sanglant, et ça va être aussi la découverte de deux acteurs extraordinaires qui vont être les deux piliers du studio, c'est-à-dire Peter Cushing, qui va jouer le rôle du baron Frankenstein notamment dans pas mal de films, et de Christopher Lee, qui lui sera mondialement connu dans le rôle du comte Dracula. Mais avant tout ce corpus de films, qui est d'ailleurs très important, ce corpus de films qui démarre en 1957 avec Frankenstein s'est échappé et qui va durer à peu près jusqu'au début des années 70, puisqu'après les choses vont changer, et bien Terence Fisher va livrer un nombre incalculable de films qui ont marqué des générations et des générations de cinéphiles et ont beaucoup marqué notamment en France. Rappelez-vous qu'il y a la revue Midi Minuit Fantastique de Michel Caen, il y a Tavernier, il y a beaucoup d'auteurs et de critiques qui vont découvrir tout ce cinéma baroque anglais avec des films aussi exemplaires que Le Cauchemar de Dracula, Les Chiens de Baskerville, La Nuit du Loup-garou, enfin je pourrais en citer tout un nombre, La Gorgogne. Donc Fisher a eu une vie avant ces films absolument incroyables et il a même commencé à tourner à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à partir de 48-49. Alors j'ai souvent parlé du cinéma britannique, c'est pas toujours facile d'y voir très clair. Cinéma britannique qui a été maltraité notamment par la critique française, mais on s'aperçoit que dans les années 50, il y a eu un vivier important de cinéastes et de films, et notamment de films noirs ou policiers qui ont été tournés. Et d'ailleurs, à ce sujet, sachez que Patrick Brion, qui est la voix mythique du cinéma de minuit de France 3, va sortir là très prochainement un livre qui va relater tout ça sur le cinéma britannique. Donc c'est important d'écrire sur le cinéma britannique. Heureusement qu'il y a eu des éclaireurs comme Roland Lacourbe et Raymond Lefebvre qui avaient fait cet excellent ouvrage qui s'appelait 30 ans de cinéma britannique, qui nous permettent d'y voir plus clair. Alors Fisher a beaucoup tourné, à peu près une vingtaine de films entre 48 et 1957. On a eu la chance d'en voir quelques-uns. Moi, je me rappelle avoir vu à l'époque sur le câble Le Mystère du camp 27, film qui parlait bien sûr de soldats britanniques qui étaient dans des camps de prisonniers en Allemagne. On a pu voir aussi Spiceway, Enquête dans l'espace, grâce à Jean-Pierre Dionnet, dans le cinéma de quartier, qui était un petit film de science-fiction tout à fait honorable. Et là, Jean-Baptiste Torret nous donne à voir donc ce film noir très très inspiré de ce qui se faisait à Hollywood. On pense bien sûr à La Dame du Vendredi ou à L'Introuvable avec l'acteur Powell dedans, Dick Powell. Puisque en fait, ce film va nous raconter l'histoire de deux journalistes qui travaillent pour une petite feuille de chou londonienne et qui s'occupent plutôt des ragots ou de la jet set londonienne, qui va donc enquêter sur la disparition et on va vite s'apercevoir le meurtre d'une femme qui était mariée avec un ancien soldat britannique. À partir de là, plusieurs suspects vont nous être présentés. Est-ce que c'est la tante? Est-ce que c'est le mari? Est-ce que c'est un gitan qui traînait dans les parages? Donc l'histoire va nous mener un petit peu dans cette enquête. Le film dure 1h05, film qu'on devrait toujours montrer dans les écoles de cinéma. Là, on fait des films bien trop longs. Et on voit tout le savoir-faire, bien sûr, déjà de Terence Fisher, qui sur un scénario assez faible arrive à trouver tout un tas d'idées, d'intrigues et à nous passionner pour cette enquête menée tambour battant par ces deux journalistes. Donc ça fait partie des petites curiosités qu'on peut découvrir grâce à Jean-Baptiste Torret en sortant ce film qui est tout à fait sympathique. Alors un petit peu à l'image de ce que tu viens de dire sur le cinéma français dont tu parlais là, Pierre, c'est pareil, c'est pas des films qui ont révolutionné l'histoire du cinéma, mais ce sont des films honorables, faits avec un grand savoir-faire, et c'est déjà beaucoup, et en plus, ça nous permet de mieux comprendre qui était Terence Fisher avant
son corpus assez incroyable de films fantastiques baroques. Et puisque j'ai parlé de la Hammer et de cette période importante, ah oui, à signaler que sur le DVD de Studio Canal, il est présenté par Jean-Baptiste Thoret. Présentation de 6 minutes, ultra efficace, comme il sait faire. Et puisque j'ai parlé du cinéma fantastique britannique, eh ben on va y rester dans le cinéma fantastique britannique, puisque je vais vous parler d'un film qui a marqué aussi pas mal de cinéphiles de mon époque. Alors je sais pas si toi, Pierre, tu l'avais vu à l'époque ou même un peu plus tard, puisque le film est sorti en 65, et le film de James Hill qui s'appelait Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur. Non. Déjà, mettre deux personnages aussi emblématiques dans le même titre, ça peut intriguer. Bon, je vous rappelle, je ne vais pas le rappeler, mais vous le savez, Sherlock Holmes, personnage mondialement connu, détective célèbre anglais créé par Conan Doyle, et de l'autre côté, le tueur de Whitechapel, Jack l'Éventreur. Rien qu'à eux deux, il y a eu un nombre incalculable de films qui ont été tournés autour de ces deux personnages. Et d'ailleurs, dans cette édition BQHL que nous propose l'éditeur, il y a un livre qui retrace un petit peu toutes les adaptations de Sherlock Holmes qui ont démarré au temps du muet et qui ont continué encore aujourd'hui, parce qu'on n'arrête pas de faire du Sherlock Holmes, que ça soit au cinéma ou en série télé ou en tout ce que vous voulez. Sherlock Holmes garde toujours la pêche et la forme, et même sur les nouvelles générations. À signaler que moi, les deux versions que j'aime le plus, justement, il y a celle de Fisher, Les Chiens de Baskerville, que je trouve formidable. Et puis, il y a surtout le chef-d'œuvre de Billy Wilder, La vie privée de Sherlock Holmes, qu'il a fait en 1970. Où on voit Sherlock Holmes d'ailleurs se droguer dans ce film. Donc, film absolument génialissime pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous invite à le découvrir. De l'autre côté, Jack l'Éventreur, là pareil, beaucoup de films sur Jack l'Éventreur. Moi, j'ai beaucoup aimé les films avec Laird Gregard de John Brahms dans les années 40, qui étaient produits à la Fox, qui sont absolument remarquables. Personnage aussi qui a été démultiplié il y a eu un nombre incalculable de films qui ont été faits autour du thème. Alors, ce film est très simple, même si alors là, les historiens auraient beaucoup à dire, parce que on est vraiment dans du cinéma d'exploitation, donc on va pas se tenir aux faits réels qui ont été relatés, parce qu'on sait que les meurtres de Jack l'Éventreur à Whitechapel étaient assez espacés. Là, l'action est quand même très ramassée et tout va très très vite, puisqu'en l'espace de 10 minutes de film, on a déjà eu 3 meurtres qui ont été commis, ce qui n'est pas vraiment, les choses se sont passées comme ça, mais on s'en fout, c'est du cinéma et on prend notre plaisir dans le travail remarquable que va faire James Hill dans la reconstitution de ce Londres victorien, avec la brume, avec les petites loupiottes qui éclairent mal ces rues étroites, où malheureusement les premières victimes vont être toutes ces prostituées qui travaillent comme ça dans des milieux bien sordides, et tout ça est très très bien reconstitué dans le film. Vous avez aussi un acteur canadien génial, en l'occurrence John Neville, qui a pas mal tourné, acteur qui était né à Toronto. John Neville, il va camper un Sherlock Holmes tout à fait excellent, en reprenant à la fois tous les codes du personnage, comme ça, vraiment pour les passionnés et les puristes, on change rien, mais en y apportant une petite touche aussi à sa manière, avec un tout petit peu d'humour qui rend le personnage tout à fait exquis. Et puis de l'autre côté, vous avez bien sûr le Dr Watson, parce que Sherlock Holmes sans le Dr Watson, ça n'irait pas. Et c'est un acteur génial qui campe le rôle, c'est Donald Huston, acteur qu'on avait découvert dans Les Chemins de Hauteville de Jack Clayton, ou dans Quand les aigles attaquent, aux côtés de Clint Eastwood. Il jouait un rôle d'un Allemand, d'un officier allemand. Et Donald Huston est génial. Alors, personnage plus guindé, souvent outré, et il est absolument génial dans le film aussi. Donc ça en fait vraiment un duo, un binôme qui marche absolument merveilleusement bien. La mise en scène est signée James Hill. Un petit mot sur James Hill, réalisateur londonien qui est mort en 94, peu connu outre-Manche ici chez nous. Le film le plus connu, c'est Vivre libre, qu'il a fait en 1966, film qui avait reçu un Oscar pour sa chanson, et qui est un film qui a fait le tour du monde un petit peu. Mais après, le reste de sa filmographie, qui est ramassé sur à peu près 10 ans, entre 1960 et 1971, on la connaît pas. Moi, j'ai jamais vu Les Corrompus, par exemple, ou Le Capitaine Nemo et la ville sous-marine, qui est
paraît-il, d'après ce que j'ai lu, pas très très bon. Suffit de se référencer encore une fois au merveilleux livre de Lacourbe et le fait sur le cinéma britannique qui nous permet d'y voir un peu plus clair. Mais en tout cas, pour ce film, je pense qu'il a un savoir-faire qui dessert parfaitement cette histoire qui est tout à fait remarquable. À signaler aussi qu'au casting, on trouve plusieurs acteurs anglais dont on se régale à revoir à chaque fois. Il y a Robert Morley, acteur typiquement britannique, qui est absolument génial. Vous avez Anthony Quayle aussi, qui joue un médecin, qui jette un petit peu le trouble dans l'intrigue, parce qu'on ne sait pas justement si derrière ce médecin se cache pas Jack l'Éventreur, parce qu'il a une accointance avec les armes blanches. Acteur qu'on avait vu dans multitude de films, notamment génial dans Laurence d'Arabie. Et puis, personnellement, il y a une actrice, j'en parle toujours quand je la vois au casting d'un film, puisqu'une une actrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Adrienne Corry, qui était une actrice écossaise. Adrienne Corry est malheureusement mondialement connue pour être la femme violée dans Orange Mécanique, le film de Stanley Kubrick, la terrible scène chez Monsieur et Madame Alexander, où cette femme subit l'assaut de Malcolm McDowell, d'Alex, et ben c'est Adrienne Corry que vous voyez dans cette combinaison tout orange comme ça, assez incroyable. Et Adrienne Corry, elle a pas mal tourné, notamment des petits films britanniques, on l'a vu dans certains films d'horreur aussi. Et là, elle joue aussi un personnage assez énigmatique, une femme qui a été défigurée par de l'acide et qui est absolument incroyable dans le film. Voilà, dans cette édition 60e anniversaire, vous avez donc un livre, vous avez un documentaire passionnant, si vous voulez vous intéresser à qui était Conan Doyle, donc l'écrivain britannique qui a créé le personnage de Sherlock Holmes. Donc tout ça est très très bien fait. La copie est excellente aussi. À savoir que le film était sorti il y a très longtemps chez un petit éditeur qui s'appelait PVB. Et franchement, là, ça vaut le coup si vous aimez ce film. Et tous les amoureux de cinéma britannique des années 60, du cinéma baroque comme ça britannique, vont se régaler. Le film a eu un beau succès en France. On en a beaucoup parlé. Les amateurs du genre, notamment comme Michel Caen ou Jean-Pierre Bouxou ou Jean-Pierre Dionnet, Jean-Claude Romer, voilà, tous ces gens-là, Bertrand Tavernier, enfin tous les gens qui aimaient le cinéma fantastique anglais des années 60, ils trouvent des qualités, donc ça vous fait beaucoup d'atouts pour découvrir ce film si vous ne le connaissez pas, et il ressort donc chez l'éditeur BQHL. Il me reste quelques minutes juste pour vous annoncer que il y a la ragazza, ça je l'ai dit, qui va ressortir chez Tamassa, ça c'est important. Oui. Il y a L'Esprit de la ruche aussi, le film de Victor Rice qui n'était plus disponible, qui existait chez Carlotta. Oui. Qui va ressortir chez Tamassa, donc on vous en parlera très prochainement. Et il y avait une autre sortie importante. Voilà, il y a Le tueur frappe 3 fois de Massimo Dallamano, film génial, dialogue génial, qui sort aussi chez Artus pour la première fois. Et ajoutez peut-être, puisque nous sommes à Toulouse, que la Cinémathèque va ouvrir ses nouveaux locaux le 10 avril. Qu'il y aura un jour, même 2 jours, je crois, où les spectateurs seront accueillis les bras grands ouverts, si je puis dire. Avec des séances gratuites. Et avec des séances gratuites. Et que, donc, avec une nouvelle salle, on en reparlera. Mais de toute façon, on va caler ça, mais on aura certainement Franck Lubé et Fred Thibault qui vont venir nous parler de cet événement extrêmement important qui va être la réouverture de la Cinémathèque. Je vous rappelle qu'ils ont une 3e salle. C'était quand même le but de ces travaux-là. Bon, merci Pierre. On va remercier bien sûr Manu qui nous a assuré la technique. Merci à Julien. Vous ne retrouverez pas l'émission la semaine prochaine. C'est le lundi la semaine de Pâques qu'on sera pas là. Il y aura une petite rediff, mais nous on se retrouve dans une quinzaine de jours. Bonne semaine à tous.